a peint une vision avec des rythmes et des couleurs vives. Alors ici, je vais essayer de rétablir l'ombre, ici à nouveau. Donc ça va être une troisième vidéo depuis la première. En tout cas, le teaser, ce sera la quatrième. Mais la vraie première vidéo où j'ai vraiment commencé à étaler des couleurs. Il n'était pas très sociable. Alors ce qu'on entend en fond, c'est un documentaire sur Cézanne, et où on entend beaucoup de bêtises, de choses justes, et aussi de bêtises, hein, selon mon analyse. Mais ça, peut-être, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Donc pour l'instant, on va passer à la pratique, aux actes, hein, parce que c'est bien de parler d'art et de création, mais c'est bien aussi de se mettre au travail. Donc ici, à nouveau, cette ombre qui semble ne pas être à sa place, qui semble couler là, faire que la surface finalement ne soit pas... Alors la femme pour Cézanne a, je dirais, au moins trois visages. Il y a la femme fatale, la femme maîtresse, cette femme qui n'hésite pas à poser nue pour les artistes, cette femme qui provoque, cette femme qui remet l'homme en question. Et puis il y a aussi la femme protectrice, la femme qu'il va rencontrer dans son univers familial, sa mère, ses sœurs, et puis son épouse, Hortense, mère de son fils unique, le petit Paul, donc qui préserve autour de lui un univers de calme et de tranquillité dont il a besoin quand il est en proie au conflit qui l'agite. Puis je dirais qu'il y a peut-être effectivement une troisième femme là-dedans, c'est la peinture, parce que Cézanne n'aura qu'une seule obsession finalement tout au long de sa vie et tout au long de son œuvre, c'est cette quête qui le pousse à peindre jusqu'à la fin de ses jours. Dans l'idylle, un tableau peint avec des coups de pinceau longs et puissants, typiques de ses premières œuvres. L'artiste montre ses humeurs sombres et introspectives. Encore une fois, Cézanne s'est inspiré de la littérature contemporaine pour l'aspect érotique de cette composition. Dans Le Pacha, Cézanne, coiffé d'un turban exotique, joue le rôle de Mato, un personnage issu d'un roman populaire de Flaubert. Il observe comme un voyeur la fatale Salammbô et son corps sensuel. Une Olympia moderne suggère une parodie presque directe de la composition de Manet. Ce tableau présente un certain degré de fantaisie érotique autobiographique qui s'ajoute au dessin rude et à la couleur presque sauvage. Après s'être transporté dans un boudoir contemporain, Cézanne a abandonné le turban exotique qu'il portait dans Le Pacha, révélant ainsi sa tête presque chauve, avec des mèches de cheveux châtains. Il y joue le rôle d'un bourgeois et est confronté à la réincarnation fatale d'Olympia, provenant de l'œuvre de Manet, dans toute la gloire de sa dangereuse beauté. Alors ici, j'ai toujours ces petites difficultés avec cette ombre portée, hein, dans les vidéos précédentes. Et alors ce qui m'a dérangé ici, depuis que j'ai commencé à travailler sur cette œuvre, c'est que je n'ai pas réussi encore réellement à mettre en place cette ombre de façon suffisamment réaliste, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle ait vraiment l'air d'une ombre portée, puisque vous voyez que la dernière vidéo, enfin oui, juste avant, là, je l'ai corrigé, puisque j'ai manqué de batterie en fait, donc l'appareil s'est éteint, mais je ferai une vidéo complète, c'est-à-dire qu'il y aura une première partie où j'avais repris l'ombre ici, j'avais corrigé un peu, puisqu'elle partait un peu en oblique, et ça donnait un peu l'impression que la surface penchait finalement. Alors ici, j'ai pris une brosse beaucoup plus rêche, beaucoup plus dure en fait, parce qu'elle est usée. Ici, c'est pour vous montrer comment on peut enlever un peu de couleur, des aplats de couleur, comme j'ai fait ici hier au crayon aquarellé, avec une brosse dure. Donc il faut prendre de l'eau, ici toujours ce fameux bol d'eau
que je fais apparaître à l'image. Et brosser, tout simplement, brosser l'aplat et puis enlever un peu de couleur. Vous voyez, c'est comme une brosse pour faire du ménage, hein, c'est la même chose. Et on va enlever un peu de couleur pour que l'aplat diminue et on va attaquer la plage de couleur qu'on a faite, que j'ai faite avec suffisamment d'eau. Alors ici, l'idéal, c'est que le papier, c'est un papier très solide, hein, c'est un gros papier, comme il est dit dans le... Donc on voit bien aussi qu'il y a des petites boulettes de papier qui viennent avec. Mais bon, c'est pas très grave, hein, puisque c'est du gros grain torchon. Ils appellent ça du gros grain torchon. Et voilà, donc ici, on enlève un peu de ces couleurs d'aplat. En tout cas, pour une grande partie, on les estompe, c'est-à-dire qu'elles sont beaucoup moins colorées. Bon, on enlève du pigment, hein, globalement, mais c'est vrai que ce qui est rentré trop profondément dans le papier, on ne pourra pas l'enlever de toute façon. Mais c'est quand même intéressant de voir à quel point on peut travailler sur la structure. Là, je suis obligé de travailler à côté du trépied. Je vais m'asseoir, ce sera plus facile. Voilà, donc là, j'enlève un max de l'aplat, hein, qui était quand même très délimité. Et comme ça, voilà, ça a plus l'air d'une ombre portée déjà plus réaliste. Vous voyez, que ça ne l'était. Alors, oui, parce que, voilà, ici, il aurait fallu faire un vrai travail de lumière, hein, que je peux faire par la suite. Hein. Donc, je peux ici revenir sur les couleurs que j'avais posées déjà précédemment, les estomper, et puis rajouter de l'ombre, de la couleur ici, pour accentuer l'ombre, et puis ici aussi. Voilà, donc progressivement, hein, on apprend à faire jouer les couleurs, les ombres, les contrastes. Vous voyez, on n'est pas un cours de dessin et d'aquarelle magistral, hein, on va pas à pas. Et c'est pareil pour tout le travail graphique, hein, pictural, hein, c'est-à-dire que eh bien, le trait de génie qu'on peut avoir une fois, eh bien, c'est pas vraiment possible de le reproduire, à moins d'avoir un travail assidu pendant des années et des années, et donc d'avoir comme ça le coup de pinceau magique. Hein, celui-là, on l'a de temps en temps, mais sinon, la plupart du temps, eh bien, c'est comme tout, hein, on est obligé de revenir sur l'ouvrage, et puis de retravailler, de corriger, de réajuster à chaque fois le tir, parce que eh ben, une fois sur l'autre, on se rend compte que ben, c'est pas très cohérent, c'est pas ce qu'on cherchait, et on se rend compte que si on corrige un peu, ben, c'est beaucoup plus, ça ressemble beaucoup plus à ce qu'on recherche. Et comme ici, voilà, cette ombre portée, elle devient de plus en plus réaliste, à mon sens. Et puis vous voyez, ça fait de très beaux effets ici. On voit bien ces effets de couleurs et les taches ici qu'on obtient avec ce brossage de l'aplat. Hein. Ça donne ici des aplats assez, des choses un peu brouillareuses, avec du brouillard. Je sais pas, j'invente des mots qui ne sont pas très français, mais c'est pas grave, hein, vous comprenez ce que je veux dire. Et sur l'aplat même, hein, je peux aussi reprendre un peu de brossage. Comme son nom l'indique, hein, c'est une brosse. Donc je sais pas trop ce que c'est que ces peluches là. Je sais pas si, je crois pas que ce soit du papier. Peut-être c'est de la peinture, hein, qui est restée dans la brosse, puisque j'avais c'est des brosses qui me servaient déjà depuis longtemps. C'est pas de la poussière, alors c'est peut-être de la poussière qui est dans la brosse, je ne sais pas. Puisque c'est vrai que avec le temps, la poussière s'accumule sur les outils.
tout est logique. Je vais essayer de revenir ici sur ici là. Vous voyez, on éclaircit d'un côté, ce qui fait que voilà, tout à coup les contrastes sont beaucoup plus forts, hein. Et puis vraiment c'est intéressant, hein, ça donne un floutage, en tout cas moi qui me plaît beaucoup, hein. Ça floute les aplats, les bords de l'aplat, et c'est très chouette, voilà. Donc là vous voyez ce que je suis en train de faire là, tout simplement, c'est que je suis en train d'expérimenter, hein, à l'image, à la vidéo, en direct, devant vous, de cette technique que j'ai abordée il y a quelque temps. Alors, comme je vous avais dit précédemment dans la dernière ou avant-dernière vidéo, j'avais fait à une époque, j'en avais fait quelques expériences, puisque je voulais faire de la bande dessinée. J'avais commencé à faire de la bande dessinée, j'avais édité dans des fanzines à l'époque. Et après j'ai commencé à faire de la peinture, et la peinture s'est imposée parce que c'était comme ça, il fallait que je démarre tout ce travail sur le mandala intuitif, donc que j'ai créé et que j'ai exploré et que j'ai enseigné pendant un certain nombre d'années dans le milieu alternatif et associatif. Voilà, donc, eh bien ici, une nouvelle période, ou le retour d'une nouvelle période, hein, puisque je reprends du dessin, entre guillemets, réaliste, figuratif, mais de SF, un peu imaginaire, un peu SF, qui me permet entre guillemets, d'échapper à la réalité, puisque, quelque part, cette réalité, en tout cas pour moi, artiste, quelque part, elle me fatigue. Donc, de cette fatigue, je produis un rêve, quelque chose d'imaginaire qui va me faire rêver, et faire rêver aussi ceux qui vont voir ces œuvres. Donc, c'est circulaire, hein, c'est positif, c'est circulaire. Et ça devient une passion, et de cette passion, je fais un travail, et de ce travail, je fais un métier. Alors après, connu, pas connu, célèbre, pas célèbre, tout ça, ce sont des considérations, entre guillemets, pas matérialistes, philosophiques, et à la fois, oui, matérialistes, puisque évidemment, plus on est connu, hein, évidemment, il y a des pièges, puisque on voit aussi que beaucoup d'artistes qui sont connus et reconnus ne font que répéter des recettes, et deviennent des artisans d'art finalement. À mon sens, je pense que beaucoup perdent l'inspiration, puisque plus on est pris dans les mondanités, et puis les commandes à honorer, etc., on commence à courir partout, et à ne plus avoir une vie d'artiste, mais une vie entre guillemets, de fabricant, on est à l'usine un peu. Même carrément, hein. Moi j'ai vu un documentaire où on voit ces artistes, ils sont là, ils répètent leurs œuvres, des œuvres qui marchent, et ils produisent. Donc bon, moi c'est pas la vie d'artiste que je voulais, que j'ai voulu créer. Et puis les choses se sont faites de telle manière que j'ai été vraiment exaucé, c'est-à-dire que voilà, hein, je suis pas un artiste connu et reconnu, mais quand même je suis un peu connu dans mon domaine, et voilà, c'est comme ça, hein, puisque on a aujourd'hui des structures culturelles qui ne mettent en avant que, pour moi, qui mettent en avant que des choses moches, hein, toute la beauté, la grâce, la lumière qu'il y avait dans l'art aujourd'hui ont été balayées, ont été remplacées par un art mental, un art pseudo-intellectuel. Je pourrais approfondir tout ça, mais qu'on appelle l'art contemporain, et qui est une sorte de fourre-tout, et surtout leur travail, entre guillemets, leur vanité, c'est de serrer des mains et de se montrer avec des gens, entre guillemets, puissants, c'est-à-dire des gens riches,
Et pour eux, être artiste, c'est ça, c'est serrer des mains, aspirer des subventions. Alors c'est terrible parce que c'est vrai que j'ai vu des gens qui ont du talent vraiment, mais qui sont tout dédiés à ce mode de vie, hein, de s'insérer dans des réseaux, dans des groupes. Alors c'est assez mafieux aussi, hein, on a des comportements mafieux là-dedans, hein, il y a des gens très pervers, hein. Mais globalement on est là-dedans dans de la mafia, chez des gens froids, chez des gens calculateurs. Leur art n'a aucun intérêt, c'est zéro, il n'y a pas de fond, il y a à peine de forme, hein, c'est très vite bâclé. Voilà, donc je reviens un petit peu sur des choses compliquées, hein, qu'on a aujourd'hui dans notre civilisation, puisque cette civilisation, elle arrive en fin de course, elle est très parasitée de partout. Et évidemment, dans le milieu culturel, c'est évidemment très commun de voir tout ce parasitage, puisqu'on a dans le milieu culturel, on a le prestige, hein, dont je vous parle dans une vidéo précédente, le fameux prestige qui va attirer toutes ces personnes qui aiment le prestige, et qui devient un art en soi, hein. Générer du prestige, fabriquer du prestige artificiel, qui devient une manière de se positionner, d'avoir une posture artistique, même si on fait tout et n'importe quoi, hein. Donc bon, ça va plutôt être des interventions. Donc vous voyez, pour moi, l'art, c'est ça, c'est ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire c'est créer du rêve, créer de l'imaginaire, ou créer quelque chose de réaliste, hein. J'aurais pu faire un dessin réaliste, et puis travailler, expérimenter en direct. Vous voyez, je l'ai fait devant vous là, parce que cette technique de brossage, je la connaissais pas. Bon, bien sûr, j'avais expérimenté des choses du même ordre quand j'ai fait de l'aquarelle et des choses comme ça. Mais ici, sur ce papier là, à l'image, avec cette brosse, en floutant un peu l'aplat là, en le brossant un peu, ça, je ne l'avais jamais expérimenté. Donc pour moi, c'est très satisfaisant d'avoir fait ça devant vous. Et pour moi, c'est ça l'art. Vous voyez, c'est travailler avec ces techniques picturales, travailler avec la couleur, travailler avec le pigment, travailler avec les outils. Mais donc voilà, ici vous avez vraiment l'exemple de ce que peut être un travail pictural, en tout cas à l'ancienne, je vais dire à l'ancienne, même si c'est tout à fait contemporain, mais on est reclus dans l'ancienne façon de créer, d'imaginer et finalement de se faire plaisir, parce que là on est... En tout cas, moi, j'éprouve un grand plaisir à le faire devant vous. Voilà, donc voilà pour cette vidéo d'aujourd'hui, hein, tout simplement des petites techniques ajoutées les unes derrière les autres et qui vont nous donner des œuvres qui vont nous apporter beaucoup d'autosatisfaction en ces temps de destruction de la civilisation. Et finalement, j'espère, de l'ego, et aussi finalement de cette clé aussi qu'on trouve ici dans l'art, puisqu'on a beaucoup de choses qui sont liées à l'ego, puisque je vous en parlais tout à l'heure, hein, il y a des gens qui vont qui ne vont chercher que le prestige et le gain matériel, l'argent et les réseaux. Alors on peut pas leur donner tort, mais quand ça ne tient qu'à ces objets, ce n'est plus de l'art, hein, c'est des bandes organisées pour de l'argent et pour du prestige et pour finalement de rien du tout. C'est creux, et ça c'est vraiment de l'ego, c'est de l'égoïsme, de l'égocentrisme. C'est la religion de l'ego, hein. Si on prend un langage de religiosité archaïque, eh bien c'est du satanisme, c'est la même chose, hein. C'est-à-dire que ce sont des façons d'être et de vivre dans laquelle il n'y a plus de spirituel et dans lequel il ne reste que les apparences. Et donc ce sont des coquilles vides. Voilà, je vais arrêter ici cette vidéo. Je vous dis à très bientôt en vous remerciant. Abonnez-vous. Merci de liker. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.